Bonjour à tous, j'espère que tout se passe bien chez vous. Alors aujourd'hui, notre sujet sera focalisé sur une maladie handicapante qui touche les enfants, c'est l'arthrogrypose, ou bien ce qu'on appelle l'arthrogrypose congénitale multiple. C'est une maladie qui est très rare, c'est une maladie congénitale qui se déclenche dès la naissance et elle se caractérise par la présence des raideurs et des limitations articulaires qui s'installent au niveau des membres qui sont fixés en attitude vicieuse. Donc, il s'agit d'une association des attitudes vicieuses et des atteintes articulaires et musculaires et aussi des atteintes cutanées. D'accord? Donc, on a des attitudes vicieuses comme euh, les flessons, par exemple, comme le pyobovarus équin, comme les déformations de la colonne vertébrale. Et on a des atteintes articulaires et des atteintes musculaires et cutanées. Et les atteintes sont souvent bilatérales et symétriques. Cliniquement, il y a euh, plusieurs formes. Cette maladie peut apparaître selon plusieurs formes. On a la forme articulaire et la forme musculaire et la forme cutanée. Pour la forme articulaire, ou bien on dit le syndrome articulaire tout court, parce qu'on parle d'un syndrome, on parle d'un ensemble de signes. Tout simplement, ce syndrome se caractérise par des raideurs et par des limitations articulaires, comme son nom l'indique. D'accord? Parce que déjà, lorsqu'on parle de l'arthrogrypose, si on veut définir le terme de l'arthrogrypose, il veut dire quoi? Tout simplement, il veut dire la raideur articulaire. D'accord? Donc, la forme articulaire se caractérise par des raideurs qui arrivent au niveau des différentes articulations. Il existe plusieurs formes. Il y a des formes qui touchent les quatre membres. Il y a d'autres formes qui sont moins graves et qui sont incomplètes, qui touchent seulement deux membres, soit les deux membres supérieurs ou bien les deux membres inférieurs. Alors, parmi les signes cliniques de ce syndrome, c'est la perte de la souplesse de mouvement des articulations au niveau des membres supérieurs et inférieurs. On trouve aussi parmi les signes cliniques le dysfonctionnement de l'articulation temporomandibulaire. Il y a des enfants qui se présentent avec un blocage au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Et aussi parmi les signes cliniques qu'on peut trouver, ce sont les problèmes de mobilité de la colonne vertébrale. Donc généralement, le syndrome articulaire se manifeste par quoi? Par des enraidissements et par des ankyloses qui touchent les quatre membres et la colonne vertébrale et aussi l'articulation temporomandibulaire. Quoi d'autre? La deuxième forme ou bien le deuxième syndrome, c'est le syndrome musculaire. Le syndrome musculaire, euh, normalement, il comporte des paralysies flasques et des atrophies et des rétractions musculaires. Des fois, on trouve des paralysies flasques, ça veut dire qu'il y a une flasticité, il y a une hypotonie, et des fois, on trouve des rétractions musculaires. Dans tous les cas, on parle d'une atteinte du tonus musculaire. Et dans ces cas, les articulations sont plus ou moins bloquées, donc il est très difficile d'évaluer la force musculaire et la valeur des muscles, parce que pour évaluer la force musculaire, il faut travailler dans toute l'amplitude, il faut travailler dans la course totale. S'il y a un blocage quelque part, donc automatiquement, l'évaluation de la force musculaire sera très difficile. Alors, brièvement, concernant le déficit moteur, en cas d'une arthrogrypose, le déficit moteur il est souvent bilatéral et symétrique. Rappelez-vous bien de ça. En cas d'une arthrogrypose, le déficit moteur il est comment? Il est toujours bilatéral et symétrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne trouve jamais une atteinte motrice qui est totale, qui touche les quatre membres en même temps. Soit on trouve une atteinte motrice au niveau des deux membres supérieurs, c'est ce qu'on appelle la diplégie brachiale, ou bien les deux membres inférieurs. D'accord? On trouve des paralysies flasques. Des fois, on trouve par exemple
des paralysés faciales, hein, soit symétriques ou asymétriques. Et aussi, on peut trouver parfois une paralysie des coups. Hein. On reçoit pas mal d'enfants qui souffrent de l'arthrogrypose et qui se présentent avec une faiblesse ou bien avec une paralysie des muscles du cou, hein, et notamment le sternocleido-occipital-mastoïdien. Quoi d'autre? Brièvement, la troisième forme, c'est la forme cutanée. Pour la forme cutanée, parfois l'arthrogrypose peut être associée à ce qu'on appelle l'hyperkératose. Hein, l'hyperkératose, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement un épaississement de la peau. Hein, c'est un épaississement qui est anormal de la peau. Quelle est l'origine de cet épaississement? Bien, quelle est la cause de cet épaississement? Tout simplement, c'est l'excès ou bien l'accumulation de la kératine dans la surface de la peau lors du renouvellement de l'épiderme. Donc, automatiquement, lorsqu'on parle de l'hyperkératose, on parle d'une peau qui est comment? Qui est épaissie, ou bien qui est desquamante. Parce que la kératine, c'est une protéine qui constitue les cheveux et elle constitue les ongles et aussi elle constitue la couche cornée de la peau qui protège l'ensemble des corps et l'ensemble de l'organisme. Alors, parmi les signes cliniques de l'arthrogrypose, c'est ce qu'on appelle l'hyperkératose. Ça veut dire qu'il y a une accumulation de cette protéine qui est la kératine avec une quantité qui est très importante, qui dépasse la norme. Et cela, bien sûr, provoque des problèmes dermatologiques. Donc, généralement, lorsqu'on parle de l'arthrogrypose, on ne parle pas d'une maladie proprement dite, mais on parle d'un syndrome, hein, on parle d'un ensemble de signes. Donc, c'est un syndrome qui associe des attitudes vicieuses, comme j'ai déjà dit, et des atteintes articulaires, des raideurs, et des atteintes musculaires et des atteintes cutanées. Alors, en ce qui concerne l'étiologie, bien sûr, il y a plusieurs causes qui peuvent être derrière cette maladie. Et généralement, tout ce qui limite la mobilité des fœtus et tout ce qui gêne le mouvement des fœtus dans l'utérus peut entraîner une arthrogrypose congénitale multiple. D'accord? Donc, tout ce qui gêne la mobilité des fœtus. Par exemple, le fœtus peut être limité dans ses mouvements parce que l'utérus a une forme particulière, bien parce qu'il y a une quantité insuffisante de liquide amniotique. Hein? On trouve aussi parmi les causes de l'arthrogrypose, c'est l'atteinte de la maman par une maladie chronique, une maladie neurologique, par exemple, telle que la sclérose en plaques, par exemple. Il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent être derrière cette maladie. Ce sont des facteurs génétiques, comme par exemple les troubles des tissus conjonctifs, comme par exemple la dystrophie musculaire, comme la myopathie, etc. Alors, on passe maintenant à ce qui nous concerne, c'est la rééducation. Hein, je vais juste citer les grandes lignes, hein, je ne vais pas trop détailler. Alors, bien sûr, la kinésithérapie est indispensable. Elle doit être entreprise dès la naissance jusqu'à l'âge de la croissance. Et elle nécessite une collaboration avec un médecin orthopédiste. Le médecin orthopédiste qui doit parfois intervenir chirurgicalement en cas de besoin. Alors, la kinésithérapie a pour objectif d'augmenter l'amplitude des mouvements et améliorer la force musculaire. Aussi, parmi les objectifs de la rééducation, c'est le développement psychomoteur de l'enfant et aussi la correction des attitudes vicieuses. Alors, comment se déroulent les séances? Normalement, les séances de la kinésithérapie se basent sur plusieurs éléments, bien plusieurs techniques. Et parmi ces techniques, ce sont les mobilisations. Les mobilisations qui doivent normalement être douces et prudentes. Et là, je parle surtout de la mobilisation passive qui doit être douce et prudente à cause de la présence des noyaux cartilagineux et à cause de la fragilité de l'ossature dans ce genre d'affection. Donc, le kinésithérapeute doit travailler doucement, avec précaution, en respectant les prises et les contreprises au niveau de chaque articulation.
Et après chaque mouvement, il doit faire une légère traction manuelle. C'est ce qu'on appelle la décoaptation articulaire. Quoi d'autre? La deuxième technique, c'est la contention. Entre les séances de la mobilisation, on doit faire une contention par des attelles thermoformables. Hein, et l'objectif, bien sûr, c'est de garder le gain articulaire qui est obtenu. D'accord? Et ces attelles peuvent être modifiées progressivement en fonction de l'amélioration et en fonction des résultats obtenus. Mais il y a un point qui est très important, qu'il ne faut pas l'oublier, qu'il faut le prendre en considération. C'est quoi? C'est la surveillance cutanée. La surveillance cutanée est très importante. D'accord? Lorsqu'on fait une contention, il faut toujours vérifier l'état de la peau. Il faut voir s'il y a une cyanose au niveau des extrémités des membres, soit au niveau de la main et aussi au niveau des pieds. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque d'avoir des troubles circulatoires. Il y a un risque d'avoir une perturbation de la circulation sanguine et cela, bien sûr, provoque des problèmes. D'accord? Quoi d'autre? On parle aussi du travail actif. Hein, on a parlé tout à l'heure de la mobilisation passive. Maintenant, on parle du travail actif. Lorsqu'on remarque que le jeu articulaire devient possible passivement, les muscles qui réalisent ces mouvements et les muscles qui sont responsables de ces mouvements doivent être stimulés. Hein, donc, on doit stimuler ces muscles par une brosse à dents dans une position de facilitation. Et on peut également entretenir la musculature par une activité ludique en utilisant des jouets par exemple. Quoi d'autre? La quatrième chose, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'éveil psychomoteur. Ça, c'est très important. L'éveil psychomoteur, on doit aider l'enfant à s'adapter le maximum avec la situation. Il ne faut pas faire seulement 2 séances ou bien 3 séances par semaine de rééducation, 3 séances de mobilisation et on est heureux, on reste les mains croisées, on est satisfait. Non, mais il faut apprendre à l'enfant avec l'âge le retournement, il faut l'apprendre comment changer sa position, il faut l'apprendre à ramper, il faut l'apprendre à s'asseoir et à garder son équilibre en position assise, puis on passe à la verticalisation avec aide, puis sans aide. D'accord? Et la kinésithérapie doit également chercher à réaliser, ça veut dire une activité gestuelle, d'accord? Pour faire un travail global. Il ne faut pas faire toujours le travail analytique. Lorsque je parle de travail analytique, ça veut dire la mobilisation passive et active. On travaille articulation par articulation. On fait ça au début, mais par la suite, il faut dépasser cette étape et il faut faire un travail global, d'accord? Pour pousser l'enfant à prendre certaines autonomies dans ses mouvements, d'accord? Selon ses capacités, bien sûr. Quoi d'autre? Aussi, parmi les moyens les plus efficaces dans la prise en charge de ces enfants, c'est quoi? C'est l'appareillage. L'appareillage, c'est un élément capital de la prise en charge des enfants qui souffrent de l'arthrogrypose. Alors, pour l'appareillage, on a l'appareillage de correction et l'appareillage de fonction. Pour l'appareillage de correction, on a déjà parlé tout à l'heure, on a dit que parmi les objectifs de la rééducation, c'est la correction des attitudes vicieuses. D'accord? Et parmi les moyens de correction de ces attitudes vicieuses, c'est quoi? C'est l'appareillage. L'appareillage de correction. Par exemple, il y a des enfants qui utilisent des chaussures orthopédiques pour corriger le pyélonvarus équin. Hein? Il y a des enfants qui utilisent par exemple les corsets, par exemple un corset anti-scoliose pour corriger la scoliose, un corset anti-céphose pour corriger l'hypercéphose dorsale, etc. D'accord? Et on peut bien sûr modifier ces corsets
en fonction de l'amélioration de l'état des malades. Quoi d'autre? Il y a aussi les conseils de fonction. Les conseils de fonction, bien sûr, selon l'avis des médecins orthopédistes et selon les objectifs souhaités, on choisit l'appareil le plus convenable et le plus pertinent. Par exemple, pour la marche, pour la station de veau et la marche, euh, le patient peut utiliser un corset pour maintenir le bassin et deux attelles cryo-jambières pour faciliter la station de veau et la marche. Donc, brièvement, je vais récapituler. On a parlé des mobilisations, surtout la mobilisation passive. On a parlé aussi de la contention, le travail actif et l'éveil psychomoteur et aussi l'appareillage.